Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres. Gaza vit sous les bombardements de l'armée d'occupation israélienne. Plusieurs capitales se soulèvent pour dénoncer cette agression barbare contre les civils et la liberté de la presse. La tour qui abritait des médias internationaux et locaux à Gaza a été pulvérisée. Nous serons en direct avec Fares Shahin, correspondant à Gaza du quotidien Al-Watan et de Radio Algérie Internationale. Le président de l'ANI a supervisé cet après-midi au CIC l'opération du tirage au sort pour l'attribution de l'identifiant des partis politiques et des listes indépendantes des législatives du 12 juin. Nous l'écouterons tout à l'heure. Dans le grand format de ce week-end, nous verrons comment les entreprises ACETIF comptent remplir leur carnet de commandes et faire de l'exportation un outil de croissance. Comment rendre le produit algérien plus compétitif. Nous verrons les préoccupations des entrepreneurs et les solutions des pouvoirs publics. Enfin, nous irons à Galma visiter les vestiges de Tbilis, une ville numide découverte en 1725 qui renferme un trésor archéologique. Nous percerons ses secrets à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à l'examen et l'adoption de plusieurs exposés, ordonnances et décrets dans les secteurs des finances, des affaires étrangères, de l'énergie et des mines, du commerce, des travaux publics et de la transition énergétique, ainsi qu'à l'examen de la possibilité de l'ouverture des frontières terrestres et aériennes. Je le disais dans les titres, la situation à Gaza est explosive. L'armée d'occupation israélienne poursuit son agression contre les civils. Le dernier bilan fait état de 151 morts, parmi eux 40 enfants et plus de 1000 blessés depuis le début de ces attaques. Et pour plus d'informations, nous avons en direct avec nous à partir de Gaza, Fares Shahin. Vous êtes correspondant à Gaza du quotidien Al-Watan et de Radio Algérie Internationale. Merci d'être parmi nous. Fares, quels sont les derniers développements sur le terrain? À part le bilan que vous avez donné tout de suite, cette opération militaire féroce qui a été lancée lundi soir par l'armée de l'occupation israélienne contre la bande de Gaza et la résistance, elle se poursuit sans relâche jusqu'à cet instant, 2 minutes avant votre intervention. Dans le voisinage de mon appartement, il y a eu un bombardement israélien et ça continue comme ça depuis le début. Ça n'a pas arrêté du tout. Je voudrais signaler que cette agression se résume en des bombardements aériens, surtout par des avions de chasse ou des drones. Et puis, il faut signaler que l'artillerie et la marine de guerre israélienne participent également à ces bombardements. Vous avez donné le dernier bilan qui est encore plus juste que celui que j'ai. Et l'événement le plus sanglant d'aujourd'hui, ça a été la tombée au martyre de 8 enfants et 2 femmes dans le bombardement de la maison appartenant à la famille Abu Habab, dans le camp de réfugiés de Shati, qui est loin de chez moi de 2 kilomètres. Donc, j'ai entendu personnellement les explosions des missiles qui ont frappé cette maison aujourd'hui à l'aube. Il faut signaler également la poursuite de la guerre israélienne contre les immeubles d'habitation, comme vous l'avez cité, de 11 étages et plus dans le centre-ville de Gaza. La tour El Jala, ça s'appelle comme ça, elle a été réduite. Justement, Fares Shahin, vous vivez sous les bombardements de l'armée d'occupation israélienne depuis plusieurs jours. Faire son travail de journaliste devient de plus en plus difficile. On l'a vu encore aujourd'hui, justement, avec le bombardement d'un immeuble qui abritait les locaux de médias internationaux et locaux. Comment vous faites, Fares, pour continuer à exercer votre travail de journaliste? Vous
vous savez, si les grandes agences de presse ont des difficultés, alors imaginez un journaliste qui travaille en solo, si je peux dire. Il faut dire que moi-même, je suis sur le terrain et donc je suis témoin de beaucoup d'événements qui se passent autour de moi. La ville de Gaza, c'est une superficie qui n'est pas très grande. Et donc, tous ces événements, tous ces bombardements de sites importants, j'en suis témoin d'une façon ou d'une autre. Bon, pour les événements qui se passent, par exemple, dans le sud de la bande de Gaza ou un petit peu loin dans le nord, par exemple, je me fie à des informations de certaines agences de presse locales qui ont des représentants et des correspondants un petit peu partout dans les quartiers des villes de la bande de Gaza. Fares Chahine, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondant à Gaza du quotidien Al-Watan et de Radio Algérie Internationale. Vous étiez en direct avec nous à partir de Gaza. Merci pour toutes ces précisions. Et en réaction aux frappes qui ont visé la tour qui abritait des médias internationaux et palestiniens, le patron de l'agence américaine Associated Press s'est dit choqué par cette agression contre les journalistes et la liberté de la presse, la qualifiant de développement incroyablement inquiétant. Le directeur d'Al Jazeera a dénoncé quant à lui un crime de guerre et une tentative de faire taire les médias. Ces agressions se poursuivent et font de plus en plus de victimes. L'armée d'occupation israélienne vise des édifices publics et des maisons de civils. Ce matin, c'est une famille de 10 personnes, dont 8 enfants, qui a été massacrée par un nouveau raid de l'armée d'occupation israélienne dans le camp de réfugiés Al-Shatri à Gaza. Des images insoutenables commentées par Amel Bouharba. L'horreur de l'occupationniste ne connaît pas de limite. Ce matin, à l'aube, de nouveaux raids israéliens qui ont ciblé le camp de réfugiés palestiniens Al-Shatri ont fait une dizaine de victimes d'une même famille. 2 femmes et 8 enfants ont été tués par ce nouveau bombardement de l'armée israélienne qui a ciblé les maisons de civils palestiniens désarmés. Ce sont des enfants qui jouaient en sécurité dans leur maison. Ils portaient leurs habits de l'Aïd. Ils ne portaient pas d'armes. Ils n'ont pas tiré de roquettes. Mon bébé de 5 mois est le seul survivant. Il est actuellement à l'hôpital. Je me remets à Dieu le Tout-Puissant pour que les criminels sionistes paient pour leurs crimes odieux. Ici, nos caméras filment en direct les bombardements israéliens ciblant des édifices publics et des maisons de civils palestiniens. Depuis quelques jours, l'armée israélienne mène une série de violents bombardements successifs, notamment au nord, à l'est et à l'ouest de la bande de Gaza. Nous vivons constamment dans la terreur. De pauvres enfants, des civils sont massacrés par l'armée sioniste. Honte à tous ceux qui laissent faire de tels crimes. Où sont-ils les chantres des droits de l'homme et de la protection des enfants? En Cisjordanie occupée, plus d'une dizaine de Palestiniens sont tombés en martyrs lors d'affrontements avec les forces israéliennes qui voulaient empêcher des manifestations condamnant les agressions sionistes. L'armée israélienne n'hésite pas à tirer sur les civils et les enfants désarmés. C'est lâche. Avec ces nouvelles agressions qui ont ciblé des civils et des centaines de maisons et d'édifices publics, l'occupationniste a montré une nouvelle fois son intention de décimer un peuple déterminé à poursuivre sa résistance. Et à Paris, une 3e manifestation a été interdite par le ministère français de l'Intérieur. Cela n'a pas empêché plusieurs manifestants de se rassembler pour dénoncer ce crime d'État. La présidente Europe-Palestine a déposé un recours devant le Conseil d'État pour faire valoir le droit de manifester en toute liberté. Couverture signée Afef Blouchette. Ce sont quelques 4200 policiers et gendarmes mobilisés dans la capitale française dès cette fin de matinée. Barrages filtrants aux différents points d'accès à Barbès, lieu de rassemblement des manifestants, stations de métro fermées et commerçants rideaux baissés. Objectif, disperser immédiatement toute tentative de regroupement suite à l'interdiction de la manifestation par le ministère de l'Intérieur. Donc pour nous, c'est plus une interdiction qui est politique plutôt que juridique, parce qu'il y a un soutien qui existe de pays occidentaux à un pays
comme Israël, il y a des relations économiques avec la France. Et du coup, moi je comprends politiquement qu'ils veulent défendre leurs alliés, mais nous on défend aussi une cause qui nous paraît juste. Vous avez vu ce qui se passe en Palestine, des enfants, des femmes se font tuer, et tout ce que trouve le président Macron à dire, c'est que Israël, il faut cesser le feu du Hamas. C'est n'importe quoi, c'est un scandale. Et donc nous on est venus, on se sent impuissants face à la Palestine ici à l'étranger. La seule chose qu'on puisse faire, c'est manifester. Au même moment, la présidente d'Europe-Palestine, à l'initiative de cette manifestation, dépose à l'aide d'un collectif d'avocats un recours devant le Conseil d'État après le rejet du recours en référé liberté contre l'interdiction de cette manifestation dont il conteste les motifs. On se base sur le fait que l'interdiction est motivée de manière absolument aberrante et que c'est facile à démontrer, qu'on nous dit qu'il y a eu des incidents qui ont été constatés en 2014 lors d'une manifestation. Bon, non seulement ce n'est pas des incidents de notre fait, mais même, je veux dire, ça veut dire quoi? Qu'Israël peut bombarder les Palestiniens tous les jours et jusqu'à ce que mort s'en suive sans qu'on ait le droit de manifester parce qu'en 2014, il y aurait eu des incidents. De même qu'elle réfute le procès d'intention antisémite et accuse le gouvernement d'appliquer la politique de pompier pyromane. C'est eux qui sont en train de faire monter en France l'antisémitisme en se comportant de cette manière et en, je dirais, répondant aux exigences du lobby israélien qui sont des exigences aberrantes. Dans le nord de Paris, les premiers accrochages commencent avant même le début officiel du rassemblement. Tirs de canon à eau, grenades lacrymogènes et manifestants roués de coups, mais rien n'y fait. Les manifestants arrivent à reconstituer des groupes systématiquement et étendent leurs actions sur les autres artères et boulevards jusqu'à la place de Stalingrad. Slogan pro-palestinien et chansons sur les lèvres. Et toujours en réaction aux attaques de l'entité sioniste, des milliers de personnes ont battu le pavé à travers plusieurs capitales à travers le monde. À New York, le drapeau palestinien a été brandi par plusieurs manifestants dans la 5e avenue pour appeler la communauté internationale et les États-Unis à intervenir pour stopper l'effusion de sang des Palestiniens. Des manifestations ont eu lieu également à Madrid, Berlin, Londres, Varsovie et Tunis. Dans l'actualité nationale, le président de l'autorité nationale indépendante des élections a présidé cet après-midi au CIC l'opération du tirage au sort pour l'attribution de l'identifiant des partis politiques et des listes indépendantes des candidats aux législatives du 12 juin. En tout, ils seront 28 partis, plus de 800 listes indépendantes en lice pour les prochaines élections, alors que 6 partis seulement sont en course pour les 8 sièges représentant les zones géographiques de la communauté algérienne établie à l'étranger. Une opération devenue une nécessité vu le nombre important des partis politiques, selon le président de l'ANI, Mohamed Cherfi. On l'écoute. الحملة الانتخابية إن شاء الله ستنطلق يوم 20 ماي الجاي. La campagne électorale sera lancée le 20 mai prochain. L'opération d'aujourd'hui, qui consiste en l'attribution d'un identifiant, est devenue une nécessité qui s'est imposée d'elle-même, car nous avons un nombre important de partis politiques à travers tout le territoire national, ainsi qu'à l'étranger, et des listes de candidats indépendants dispersés à travers le pays, mais de façon disparate, car leur élection se fera au niveau de la circonscription électorale. Et il est important de souligner que chaque candidat devra se distinguer des autres à partir du démarrage de la campagne électorale jusqu'au début des élections, à travers toutes les étapes de l'opération électorale qui nécessite son implication, que cela soit pour le choix des lieux de l'affichage ou lors des interventions directes ou encore durant le jour du vote pour ce qui est du bulletin de vote. Et à Constantine, 52 listes sont en course pour permettre aux candidats de tenir leur meeting dans les meilleures conditions et dans la transparence. L'ANI a procédé au niveau de son siège à un tirage au sort pour attribuer les lieux de meeting aux différents candidats. Les détails avec Abdelmajid Bankassi. L'autorité nationale indépendante des élections a procédé au niveau de la wilaya au tirage au sort concernant l'attribution des salles et des lieux des meetings de campagne électorale des prochaines législatives. Au total, 52 listes sont en course au niveau de Constantine. Une opération qui s'est déroulée en présence d'un huissier de justice venu superviser le tirage qui s'est déroulé au siège de l'ANI. 30 قائمة حرة و22 قائمة حزبية.
30 listes de candidats indépendants et 22 listes représentant les partis politiques sont en lice. Dans la wilaya de Constantine, les délégués de l'ANI au niveau de la wilaya sont ici présents pour mettre dans de bonnes conditions tous les candidats qui sont d'ailleurs ici présents pour assister au tirage au sort concernant les affectations des lieux de campagne électorale. Il faut rappeler que la campagne électorale est déclarée ouverte 23 jours avant le début du scrutin. Les candidats aux prochaines élections ont 3 semaines pour convaincre leur électorat durant une campagne qui commence dans quelques jours. À Béjaïa, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, a supervisé la cérémonie de distribution de 3016 logements de type location-vente à l'eau qui fait partie d'un programme d'attribution de 6100 unités. Le ministre a insisté sur le respect des délais de réalisation. Dans le grand format de ce week-end destination Sétif, où plusieurs entreprises ont fait de l'exportation de leurs produits une véritable stratégie de croissance. Une stratégie de croissance, donc les carnets de commandes sont en baisse par rapport à l'année précédente à cause de la pandémie de coronavirus, selon les entrepreneurs rencontrés sur place. Pour permettre aux produits algériens d'être compétitifs à l'international, il faudrait réduire le coût du transport des marchandises exportées. Les responsables au niveau de la wilaya de Sétif rassurent et disent travailler sur des solutions concrètes. Reportage signé Adel Boukhams. Avec plus de 1170 projets répartis sur 1180 hectares et inscrits au programme de la direction de l'industrie, Sétif se confirme comme une des plaques tournantes de l'économie nationale. Et les opérations d'exportation se multiplient. Pour l'exercice 2019, la totalité des opérations d'exportation touche les 466 opérations. Pour l'année 2020, et vu le problème du Covid, on a enregistré 357 opérations d'exportation. Les exportateurs continuent à faire face aux difficultés du terrain. Généralement, c'est des problèmes qui concernent la logistique, c'est-à-dire le transport, surtout vers la zone Afrique. Quelques contraintes en ce qui concerne la nature du produit, les certificats sanitaires et autres. Pour le rapatriement de la devise. Hani Sakhraoui fait partie de ces ambitieux opérateurs qui ont réussi à passer du stade de l'importation à celui de l'exportation par le biais de son entreprise, spécialisée dans la transformation du verre destiné au marché local et international du bâtiment et de l'industrie automobile. On a commencé l'exportation déjà en 2019, juste avant l'arrivée du Covid-19, mais cette situation a bloqué légèrement les exports, notamment les imports aussi, mais on compte reprendre vers d'autres pays, à part les pays arabes qu'on avait déjà des relations auparavant, avec la Belgique, on a quelques contacts en Belgique, on a la Libye, la Jordanie. La Jordanie, c'est déjà des clients de longue date, mais prochainement, très prochainement, Inch'Allah, ça va se concrétiser avec la Mauritanie et la Libye. Si cette entreprise compte aujourd'hui 80 employés, elle aspire dans un futur proche à porter ce nombre à plus de 300 éléments. Et cela après l'extension de son unité de production. Un projet qui risque de ne pas se développer à cause de l'éternel problème de l'accès au foncier et des lenteurs administratives. Le coût de transport est tellement élevé qu'on n'arrive pas à exporter ou bien importer, même pour la matière première. Pour la matière première, vu qu'on a commencé en cette début d'année, on a une forte demande de verre flotte glace qu'on produit ici au marché national, mais 80% de la production nationale est destinée à l'export. Donc, ceci dit qu'on a seulement 20% de la production nationale qui ne satisfait pas le besoin des industriels locaux. Actuellement, on combat toujours pour avoir le permis de construire qu'on a demandé il y a 2 ans. Jusqu'à présent, toujours pas de réponse. On a acquis un foncier au niveau de la méga-zone de Ouled Sabr et on n'a toujours pas de réponse. Des entraves que nous avons soulevées aux premiers responsables du secteur de l'industrie à Sétif. Concernant les projets d'investissement non entamés à cause des permis de construire, j'assure les investisseurs qu'une cellule est installée au niveau du cabinet de M. Loueli, sur l'instruction du gouvernement,
de suivre tous les projets, tous les dossiers de permis de construire, des projets d'investissement. Donc, le suivi est fait par le monsieur Louis personnellement, où la direction de l'urbanisme est en train de traiter tous ces dossiers en guichet unique avant de passer à la cellule de M. Louis. Donc, j'assure les investisseurs que tous les projets, tous les dossiers de permis de construire seront traités dans les meilleurs délais. Une volonté certaine qui ne demande qu'à être concrétisée sur le terrain pour booster le marché de l'emploi et la vie économique. Voilà pour ce grand format. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 135 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 114 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Comme chaque samedi, on prend de vos nouvelles. Vous qui nous regardez à l'étranger, ce soir on prend la direction des États-Unis pour écouter Elkindi Rezik. L'enfant de Bajarrah est devenu chercheur au prestigieux MIT, l'Institut du Massachusetts pour la technologie. Regardez. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette opportunité qui m'est donnée d'intervenir sur votre journal télévisé. Donc moi, je suis Elkindi, un citoyen algérien résidant aux États-Unis depuis plus de 10 ans maintenant, où je suis actuellement chercheur en informatique au MIT. Donc c'est clair que la pandémie a beaucoup limité nos déplacements, mais je participe souvent via Internet à des conférences animées en Algérie afin de partager mon retour d'expérience avec la communauté algérienne. Donc j'ai vraiment hâte que les frontières algériennes soient rouvertes et que les déplacements soient à nouveau possibles pour que je puisse retrouver mes proches et me reconnecter avec mes collègues algériens travaillant dans la sphère scientifique. À la fin, je voudrais dire que l'ambiance de la fête de l'Aïd en Algérie me manque beaucoup. J'ai grandi à Bajarrah, qui est un quartier populaire à Alger, où tout le monde visitait tout le monde en ce jour sacré pour célébrer cette fête autour de tables pleines de makrout et baklawa. À la fin, je voudrais saluer mes parents et tous les Algériens et leur souhaiter Saha Eidkom. Et nous saluons tous nos téléspectateurs aux États-Unis. Retour en Algérie, destination Guelma, plus précisément la commune de Selawa Hanouna. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant elle abrite un site archéologique d'une richesse exceptionnelle. Le site de Tbilis, une ville numide qui a connu la présence romaine et byzantine. Découverte en 1725, Tbilis souhaite attirer plus de touristes. Reportage signé Abdelmajid Benqassi. Tbilis, la ville numide. Et surtout plus de 2000 ans d'histoire. Cette ville antique est presque oubliée. Tbilis a connu une grande présence romaine, puis byzantine. Elle a été longtemps rattachée à la ville de Sirta, l'ancienne Constantine, avant de devenir une municipalité. التنوع من التطور الزراعي جعلها منطقة فلاحية باهتمام. Cette municipalité antique est à vocation agricole. Tbilis est un petit village numide qui date de l'an 46 avant l'ère chrétienne et avant la colonisation romaine. Ensuite, elle accède au rang de municipalité vers l'an 315, dépendant de la ville de Sirte. Sa découverte remonte à l'année 1725 par le docteur Jean-André Passionnel. Une cité millénaire qui a pourtant besoin de plus d'attention et de prise en charge pour en faire une destination touristique. Nous nous sommes rapprochés du premier responsable de la commune où se trouve le site archéologique et voici sa réponse. Nous sommes dans une commune rurale pauvre dont les ressources sont très dérisoires. Et pour promouvoir le tourisme et la culture, nous essayons de coordonner avec les responsables de ces deux secteurs. Nous avons même demandé une aide pour restaurer le site. Une enveloppe de 11 à 12 milliards de centimes a été accordée depuis 2011 ou 2012 par les walis qui se sont succédés. Mais nous attendons toujours. Nous n'avons reçu qu'une partie qui est de l'ordre de 300 millions de centimes. Une cité archéologique avec toute une organisation architecturale, à commencer par son forum. Cette cité a connu trois grandes périodes, une numide, une autre romaine et ensuite la période byzantine. L'époque byzantine a vu la construction de deux églises et une citadelle, une église au sud et l'autre au nord, en plus d'un bassin pour la béatification des prêtres. Il y a aussi l'arc de triomphe ainsi que deux portes
dont une à 2 baies, c'est-à-dire à 2 arcs. Une entrée, une sortie. Elle demeure la seule en Afrique du Nord. Et puis nous avons ici le boulevard central autour duquel est construite la cité. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment faire pour faire connaître ces vestiges de l'Algérie ancienne, de l'Algérie antique. Voilà le problème qui se pose aujourd'hui et voilà le défi à relever pour les autorités en charge de la culture et de l'histoire de l'Algérie. Voilà pour cette découverte. Un mot de football pour terminer cette édition. Le Mouloudia d'Alger a fait un nul, 1 partout hier à domicile face au Wydad de Casablanca. Victoire écrasante du CR Belouizdad face à l'ES Tunis cet après-midi, 2-0. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.